J'ai prévu dans cette intervention de revenir un petit peu, sur cette année 2020, parce qu'en fait, c'est quand même une année particulière, tout d'abord, donc avec, la pandémie bien entendu et c'était aussi, cette année où au 1er janvier 2020, nous avions donc un nouveau texte qui est entré en application, donc un arrêté de compétences et j'ai prévu donc de revenir un petit peu sur ces événements. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais effectivement maintenant on est dans la mise en application et donc je vous propose de revenir, sur ce contexte. Donc là, on parle bien entendu donc, de l'arrêté du 2 juillet 2018, qui est entré en application donc au 1er, janvier 2020 et l'objectif donc de cet arrêté, eh bien, c'était de définir les critères de certification des opérateurs, mais également les critères concernant les organismes de formation et l'accréditation donc, des organismes de certification qui vont venir donc auditer ces fameux organismes de formation qui préparent donc, les diagnostiqueurs à leur certification. Donc, peut-être, rappeler, que nous avons maintenant un seul arrêté, donc qui vient abroger et remplacer les 6 précédents arrêtés de compétences. Donc, on avait initialement un arrêté, pour l'amiante, pour le DPE, pour le gaz, pour l'électricité, pour les termites et pour le plomb et maintenant nous avons un seul et même arrêté, ce qui quand même facilite grandement les choses. Donc, ce nouvel arrêté introduit donc un nouveau cycle de certification. Donc on passe sur un cycle de 5 ans à un cycle de 7 ans. Voilà. Donc ça, c'est pour vous rappeler un petit peu, l'objectif de cet arrêté du 2 juillet 2018. Alors, les principales évolutions, j'ai souhaité les mettre en avant juste pour faire un rappel. Eh bien, maintenant, ce que vous avez donc, c'est, un volet formation donc obligatoire pour tous les domaines de diagnostic. On a rappelé, l'importance de la montée en compétences des diagnostiqueurs, qui va s'opérer au travers donc de ces parcours de formation avec une volonté, bien sûr, du ministère, de bien sécuriser le parcours de formation puisque maintenant vous avez des organismes de formation qui doivent obligatoirement être certifiés donc, suivant, cet arrêté. Donc là, 2 niveaux, d'exigence. 3 jours de formation pour tous les domaines sans mention et 5 jours de formation pour les domaines avec mention. Voilà. En matière de prérequis et notamment, en tout ce qui concerne le diplôme et l'expérience professionnelle, et bien là, en fait, vous avez, une distinction entre, les différents, domaines. Bon, tout ce qui est gaz, électricité, thermite, crêpes et amiante sans mention, eh bien, il y a pas de prérequis en matière de diplôme et d'expérience professionnelle. Par contre, pour, tout ce qui est certification avec mention et en l'occurrence, là, c'est l'objet aussi de notre table ronde. Pour le plomb DRIP, cette fois-ci, le DPE sans mention et avec mention, eh bien, il y a, des prérequis en matière de diplôme et d'expérience professionnelle. Voilà. Donc là encore, le législateur a souhaité donc, fixer un cadre en matière, d'expérience professionnelle et de diplôme. Pour ce qui est des évolutions aussi, que l'on retrouve dans cet arrêté, eh bien, c'est la formation continue que nous n'avions pas forcément, précédemment et donc là, toujours sur le même volet, la montée en compétences des diagnostiqueurs, eh bien, elle s'accompagne aussi, dans le temps avec donc des modules de formation, obligatoires pendant le cycle. Alors, module 1 entre le début, de la 2e année et la fin de la 3e année et un module 2, c'est, lors de la 7e année, c'est-à-dire, au moment, finalement de se présenter au renouvellement de sa certification.
Donc ces formations, elles concernent, tous les domaines. C'est-à-dire que le diagnostiqueur aujourd'hui va devoir, donc suivre, ces fameux modules de formation continue, justement pour bien se préparer et pour, organiser son maintien de compétences. Hem, la différence que vous avez entre le mention et le sans mention, c'est que vous avez une obligation d'un jour pour, les domaines sans mention et l'obligation de 2 jours pour, les domaines avec mention. Voilà et bien entendu, les formations doivent être dispensées par des organismes de formation certifiés. Concernant les surveillances, documentaires, alors il faut savoir qu'un diagnostiqueur, lorsqu'il est certifié, donc il y a un certain nombre d'évaluations qui s'opèrent et ensuite dans le temps, on réalise des surveillances documentaires. Alors les surveillances documentaires, elles portent sur des rapports de diagnostic. Donc, la S1, la surveillance 1, elle se fait au cours de la première année du cycle quand vous êtes, nouvellement certifié et elle porte sur l'évaluation de 4 rapports qui vont être sélectionnés donc, à partir d'une liste exhaustive, qui va, permettre de bien différencier, tous les types de missions avec les différentes conclusions, les conclusions attendues. Donc là, vous avez une première surveillance documentaire qui s'opère donc au cours de la première année et ensuite vous avez une deuxième surveillance documentaire qui doit être réalisée réglementairement entre le début de la deuxième année et la fin de la sixième année. Voilà et cette évaluation porte sur 5 rapports qui sont, sélectionnés donc dans cette fameuse liste exhaustive envoyée par le certifié. Une nouveauté également, il s'agit du contrôle sur ouvrage global. Alors le contrôle sur ouvrage global, c'est en fait, c'est une mission, qui est faite donc dans le cadre d'une mission réelle du diagnostic, c'est-à-dire que le diagnostiqueur, réalise sa mission et vous avez un examinateur donc qui est là, donc qui observe et ensuite qui va, procéder donc, à un débrief. Donc on est là pour regarder la méthode et cette nouveauté concerne le fait qu'on va avoir un contrôle sauvage global sur l'ensemble des domaines, pour lequel le certifié possède un certificat, dans l'organisme en question, donc en l'occurrence chez nous. Donc là, eh bien, l'objectif c'est de travailler, enfin en tout cas de s'assurer que le diagnostiqueur eh bien, a bien le niveau de compétence attendu en matière de méthode. Voilà et la particularité qu'il faut noter quand même, c'est que dès lors que vous êtes certifié, ou que le diagnostiqueur est certifié sur un domaine avec mention et bien entendu, donc le contrôle sur ouvrage devra être réalisé sur une mission qui relève du périmètre de la mention. Donc là, c'est un rapide, récap en fait de tout ce qui est attendu dans un cycle de certification, donc sur 7 ans. Donc vous avez, la surveillance documentaire 1 qui porte sur 4 rapports, la surveillance documentaire qui est réalisée entre le début de la deuxième et la fin de la sixième année qui porte sur 5 rapports. Vous avez les formations continues qui doivent être réalisées entre le début de la deuxième année et la fin de la troisième année et au cours de la septième année, donc en vue du renouvellement de la certification. Le contrôle sur ouvrage global qui porte sur l'ensemble des domaines et qui reste valable 7 ans et le contrôle sur ouvrage, pour les domaines de la mention, qui, doit obligatoirement, relever, enfin porter sur une mission pardon, relevant du périmètre de la mention et qui doit être réalisée entre le début de la deuxième année et la fin de la sixième année. Étant entendu que dès lors qu'on peut optimiser le contrôle sur ouvrage, qu'il soit global ou portant sur la mention, eh bien, nous réalisons, cette étape en optimisant les contrôles sur ouvrage. J'ai souhaité aussi faire un focus sur l'extension de portée compte tenu de l'actualité. Alors
effectivement, nous avons donc, des personnes donc, qui sont, certifiées, par exemple amiante sans mention et qui compte tenu donc, de l'actualité, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure au cours de cette, conférence, eh bien, vous avez des diagnostiqueurs qui vont souhaiter, passer donc d'un certificat amiante sans mention vers un certificat amiante avec mention. Eh bien là, il existe en fait des modalités, pour, basculer, vers un certificat avec, mention. Voilà. Donc là, effectivement, on a des modalités, enfin, il faut avoir réalisé bien entendu le prérequis en matière de formation, hein, donc c'est la montée en compétences et ensuite vous avez des modalités d'examen donc, qui existent, qui vont porter, donc, sur, le domaine, amiante avec mention. Ces modalités d'extension, elles existent également donc, pour le DPE, hein, puisque vous avez 2 niveaux de certification, sans mention et avec mention et également donc pour le plomb, hein, donc, du passage du CREP au DRIP. Voilà et à chaque fois donc, quand on réalise cette étape et bien, donc, en fonction des résultats, on met à jour, le certificat. Voilà. Alors, un rapide focus sur le contrôle sur ouvrage, pour vous donner un petit peu, de méthodologie, en fait, vous êtes sur une mission réelle, ce qui est, différent des contrôles sur ouvrage qui s'opéraient, dans le cadre des précédents, arrêtés. En fait, là, nous sommes sur un contrôle sur ouvrage, à l'occasion d'une mission réelle et plus d'une mission a posteriori. Donc là, vous avez bien, donc l'examinateur, de l'organisme de certification qui est en observation pendant la mission, donc c'est-à-dire que, l'opérateur fait sa mission comme d'habitude et l'examinateur donc, l'observe, voilà, avec, sa grille d'évaluation et ensuite donc vous avez un débrief sur la méthodologie observée par rapport à la méthodologie attendue. Donc ce qui est important, dans cette méthodologie, c'est, finalement, l'échange qui s'ensuit et qui permet au diagnostiqueur d'avoir un réel échange donc avec un expert du domaine. Et bien entendu, c'est une étape clé, hein, donc pour, procéder au maintien de la certification. On a beaucoup parlé ce matin, du repérage avant travaux. Donc, là, ce que, j'ai souhaité, mettre en avant, hem, c'est, le contexte. Donc on a eu un contexte, assez complexe et je souhaitais juste revenir, dessus rapidement. Hem, L'amiante avec mention, elle était introduite par l'arrêté du 25 juillet, 2016 et donc c'est à partir de ce moment-là où donc on a eu une différenciation, des missions qui relevaient, donc de l'amiante, enfin du certificat amiante sans mention et du certificat amiante avec mention. Ensuite, donc, nous avons eu un arrêté, l'arrêté du 16 juillet, 2019, qui a précisé donc, le fameux, repérage avant travaux et notamment donc, qui, précise dans son article 4 et dans son article 1, l'obligation en fait, de faire, ré que ce soit réalisé par un diagnostiqueur avec une certification avec mention. Malheureusement, donc, nous avons, connu, un contexte, réglementaire assez bousculé avec, l'annulation par le Conseil d'État de l'arrêté du 25 juillet 2016 qui a un petit peu, bouleversé un petit peu le paysage et créé de la confusion. Donc là, en fait, en annulant donc l'arrêté du 25 juillet 2016, hein, je souris parce que c'était vraiment, une année complexe, hein, eh bien, l'amiante avec mention, n'avait plus d'existence juridique
Et donc il a fallu attendre, donc un arrêté, complémentaire pour justement introduire à nouveau, cet amiante avec mention, en attendant l'application donc de l'arrêté du 2 juillet 2018, lui qui est entré en application au 1er janvier 2020. Mais je ne voulais pas vous perdre dans toutes ces explications, qui ont un peu bouleversé, un peu tous les acteurs. En tout cas, maintenant que nous avons l'arrêté du 23 janvier 2020, qui modifie donc l'arrêté du 16 juillet 2019, il n'y a plus du tout d'ambiguïté sur le fait que, pour réaliser donc, des repérages avant travaux, eh bien, il faut bénéficier d'une certification donc avec mention. Donc certification amiante avec mention. Ce qu'il faut retenir donc en matière de certification, hein, c'est que, maintenant donc, la mission, RAT, donc elle doit obligatoirement être réalisée par un diagnostiqueur, détenant cette certification avec mention. Vous avez donc, les différents points qui sont, notifiés, dans, l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2019 et également, dans l'article 1, de l'arrêté du 23 janvier 2020. Il ne faut pas oublier également qu'une copie du certificat amiante avec mention doit être annexée donc au fameux rapport de diagnostic. Ce que je voulais rappeler également en termes de méthodologie, mais c'est vrai qu'on en a, on en a beaucoup parlé ce matin. Il y a eu un très, très gros travail de fait par tous les acteurs dans le cadre de la normalisation, des travaux, qui ont duré plusieurs années et vous ces travaux donc qui ont été reconnus donc par les ministères qui sont également présents dans la commission de normalisation. C'est ainsi qu'on retrouve à l'article 13 de l'arrêté du 16 juillet, 2019, mention donc de la norme, hein, la NFX 46020 d'août 2017. Et ce que je souhaitais aussi, mettre en avant, parce que je ne crois pas qu'on en ait parlé, ce matin, c'est, le fait que, cette méthodologie, qui a été fixée donc, par, la NFX 46020 donne lieu aujourd'hui donc à un fascicule d'interprétation, qui, s'intitule, FDX 46020, d'octobre 2020. Donc c'est un document qui est tout récent et qui va, aider donc le diagnostiqueur à interpréter la norme. Voilà. Donc là, comme il a été rappelé ce matin, en fait, ces documents, sont extrêmement importants, parce qu'ils viennent en soutien, du travail quotidien, des diagnostiqueurs qui, je le rappelle, ont une lourde charge, hein, parce que, voilà, c'est souvent des gens qui sont sur le terrain et qui doivent être très attentifs, aux évolutions et donc là, dans ce fameux fascicule, vous avez, tous les éléments concernant la stratégie, d'échantillonnage, la notion de ZPSO, la localisation des sondages, la notion de rapport, la notion de pré-rapport et les investigations approfondies complémentaires. Donc en fait, tous ces éléments-là vont être des supports extrêmement intéressants, pour, les diagnostiqueurs. Voilà, donc en fait, je ne sais pas si j'avais prévu autre chose. Oui, alors, concernant cette mission RAT et les impacts sur la certification avec amiante avec mention. Donc là, concrètement, quand on fait une surveillance documentaire, maintenant, eh bien, on va intégrer donc, cette nouvelle mission, c'est-à-dire que le diagnostiqueur va devoir déclarer, les différents types de missions et s'il réalise donc, ce type de repérage avant travaux, eh bien, la surveillance documentaire portera également sur ces aspects. Idem pour ce qui concerne le contrôle sur ouvrage, eh bien, là, on sera, effectivement, potentiellement, on peut réaliser un contrôle sur ouvrage, sur ce type de mission.
Et pour ce qui est donc, des évolutions à venir, eh bien, dans la prochaine évolution de l'arrêté du 2 juillet 2018, vous savez qu'en annexe, il y a tout un référentiel de compétences extrêmement précis, qui, détaille en fait, les modalités d'évaluation. Eh bien, donc on aura, vraisemblablement donc une évolution en ce sens qui nous permettra d'ajuster, l'évaluation initiale et l'évaluation, opérée en renouvellement. Voilà, donc j'ai essayé d'être assez rapide, pour, nous permettre de rattraper le retard. Je ne sais pas si vous avez des questions? Voilà, il y a pas mal de questions, mais du coup, Séverine, j'arrête le partage, hein. Oui. Votre présentation sera disponible. Effectivement, il y a beaucoup de textes. Moi, je trouve ça intéressant, effectivement, cette certification cette montée en compétence des diagnostiqueurs à travers la certification et la formation, du coup, Mmh. parce que c'était une chose qui était fortement demandée par les maîtres d'ouvrage. Alors, la question que j'avais à vous poser, c'est est-ce que c'est la responsabilité du maître d'ouvrage de vérifier les certifications et comment il peut le faire? Alors, c'est assez simple, pour vérifier la certi la qu'un opérateur est bien certifié. Vous avez donc, chaque organisme de certification a, l'obligation de tenir à jour un annuaire des certifiés. Donc vous allez sur chaque, site internet, des organismes de certification et vous vérifiez la formation. Vous avez aussi le site du ministère qui permet, de rassembler, toutes les données des organismes certificateurs accrédités. Donc là encore, vous avez le moyen de vérifier dans ce site si l'opérateur est certifié. Vous avez également, la possibilité, de demander, à l'opérateur de présenter son certificat. Ça aussi, c'est une information importante, hein. Et vous pouvez, en ayant une copie du certificat, un scan du certificat, tout simplement, aussi prendre attache auprès de l'organisme de certification pour vérifier que, le certificat est toujours valide. Parce qu'en fait, un certificat, il est émis à un moment donné et puis ensuite, eh bien, si par exemple, il n'y avait pas eu, enfin en tout cas l'opération de surveillance n'était pas satisfaisante, et bien, finalement, le certificat pourrait, tomber et si on était sur une version papier, et bien l'information serait inexacte. C'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier sur les sites en fait, hein, soit du ministère ou soit, de l'organisme de certification.